That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour, bonsoir, ça dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un écrivain, Georges Perec, qui peut-être avant d'être écrivain aurait dû être cinéaste. Enfin, c'est une question que Christelle Reggiani peut-être pose dans son livre. Christelle Reggiani qui a écrit donc ce livre, Perec et le cinéma, édité chez Nouvelle Édition Place dans la collection Le Cinéma des Poètes. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Carole Aurouet pour l'aide apportée à la conception de cette émission et surtout Carole Aurouet est l'initiatrice de cette collection dont vous avez vu déjà quelques émissions publiées récemment sur Microciné. Donc Christelle Reggiani est là pour parler de Perec et du cinéma et j'en suis très content. Comment allez-vous? Oui, très bien. Très bien, merci. Alors, vous êtes professeur de stylistique à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Vous êtes spécialiste de l'œuvre de Georges Perec et vous lui avez consacré un livre et de nombreux articles. Vous avez également dirigé l'édition de ses œuvres dans la bibliothèque de la Pléiade, éditée chez Gallimard en 2017. Première question très très simple, bien évidemment. Moi, j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'a eu lieu cette rencontre avec Georges Perec. Est-ce que d'ailleurs c'était à travers ses livres ou c'était plutôt à travers ses participations cinématographiques et c'était surtout à quel âge? L'adolescence ou c'était assez tard? C'était un tout petit peu plus tard, c'est-à-dire au moment de mes études. J'avais fait des mémoires à l'époque on disait maîtrise DEA, maintenant ça s'appelle master, sur les écritures à contrainte. Et voilà, donc j'ai rencontré Perec à ce moment-là, donc parce qu'il était membre de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, donc ces écrivains qui, bon, à partir de 1960, ont eu l'idée autour de Raymond Queneau d'écrire à partir de contraintes, c'est-à-dire on se donne l'écrivain se donne une consigne avant de se mettre à écrire, et puis bon, voilà, après ça va commander son écriture. Par exemple, Perec a écrit un roman sans E. Donc un lipogramme, c'est une vieille contrainte qui existait déjà dans l'Antiquité. On a des lipogrammes en grec, ancien, en latin. Et donc là, c'est tout un roman donc, qui s'appelle justement La disparition et qui est écrit sans la lettre E. Alors pourquoi le E? Parce que c'est la lettre la plus fréquente en français, donc c'est le plus grand défi. Voilà. Et vous avez très vite, comment dire, vous avez très vite constaté que Perec avait aussi un lien très fort avec le cinéma ou c'est vraiment tardivement? Moi, je dirais que le lien de Perec avec le cinéma, il est fort, mais il est paradoxal aussi. C'est ce que j'essaie de raconter dans ce petit livre, c'est-à-dire qu'il a fréquenté beaucoup de cinéastes. Sa dernière compagne était une cinéaste, Catherine Binet, donc où il y a un lien de vie. Et puis aussi, c'était un cinéphile absolument passionné, on pourrait dire presque maniaque quand il était étudiant. Enfin, il a vu jusqu'à 5 films par jour et de manière assez habituelle. Donc ça paraît même un peu fou, mais à l'époque, il faut penser que Paris était plein de cinémas. Dans la rue Champollion, qui est à côté de la Sorbonne, il y avait 5 cinémas. Donc, il en reste encore 3 aujourd'hui, c'est pas mal. Mais il y avait vraiment des cinémas partout, donc beaucoup ont été remplacés par des commerces divers. Donc, il avait un lien fort, c'est vrai, mais comme écrivain, il a écrit pour le cinéma, mais il me semble qu'au fond, il y a sans doute plus de projets inaboutis que de projets réalisés. Et sans doute, à mon avis, c'est parce que l'image qui parle vraiment à son écriture, c'est plutôt la photo, c'est-à-dire l'image fixe, cadrée, découpée. Alors qu'avec le mouvement du cinéma, le hors-champ qui est toujours présent, peut-être que finalement, il y avait une convergence moins grande, en fait, avec sa poétique, on pourrait dire. Et comment vous est venue l'idée de travailler sur cette thématique-là? Et puis surtout, comment vous avez pensé l'architecture du livre? Alors, ça m'est venu parce que je connaissais un petit peu la collection de Carole Aurouet, Le Cinéma des Poètes, que je trouve vraiment une très belle collection. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas Perec? Non seulement parce qu'il s'est intéressé au cinéma, il a œuvré dans ce domaine, c'est évidemment la condition nécessaire pour lui consacrer un livre là-dessus. Et puis aussi parce que je trouvais que le rapport qu'il avait eu avec le cinéma n'était pas simple. Et donc qu'il était intéressant. Alors après, pour construire le livre, je me suis demandé comment ça s'était passé pour lui. Donc il était évident qu'il fallait parler de sa cinéphilie.
Parce que non seulement il a été un cinéphile vraiment passionné et presque compulsif, mais il a écrit des critiques de films. Il avait à certains moments, il a eu un carnet, une sorte de journal en fait, où il notait les films qu'il voyait avec des évaluations très très sévères. Enfin, comme sont souvent les cinéphiles, il y a un peu de méchanceté parfois là-dedans. Et puis, il y a des personnages de cinéphiles dans son œuvre. Hein. Par exemple, dans son premier roman publié, Les Choses, enfin, les personnages sont un peu des doubles de lui-même, de son groupe d'amis de l'époque. Et bon, ils vont aussi tout le temps au cinéma. Ils sont passionnés par le cinéma américain. Donc, il fallait parler de ça, de ses projets réalisés, bien entendu, parce qu'il y en a quelques-uns, puis aussi de cette idée que finalement, c'est un rapport peut-être un petit peu oui, décalé ou paradoxal. Enfin, essayer de se demander pourquoi il a fait tant de projets qui n'ont pas abouti. C'est un petit peu un iceberg, en fait, le cinéma pour Pérec. Il y a une pointe, les projets réalisés, et puis il y a toute une masse en dessous d'idées, de projets qui ont connu des degrés de réalisation très variés, mais sans aller au bout. Avant de parler de cela, j'aimerais en savoir davantage sur cette cinéphilie dont vous évoquiez. C'était quel genre de cinéphile, Pérec? C'était vraiment une passion pour le cinéma américain. Alors, je pense que c'est pour beaucoup un phénomène à la fois d'époque et puis un phénomène de génération. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus de la même façon, parce que on peut avoir accès à des films par d'autres écrans que le grand écran des salles de cinéma. Donc, je pense que ça change beaucoup hein, quand même le rapport au film, au cinéma. Donc là, on allait dans ces salles obscures, on s'y déplaçait, souvent entre amis. Et puis, c'était aussi une adolescence qui s'est déroulée pendant l'après-guerre. Hein. Donc, Pérec est né en 1936. Donc, voilà, avec une arrivée du cinéma américain dans tous ces genres. Alors, Pérec, il adorait le cinéma de genre, hein, les westerns. Il a adoré aussi les comédies de Jerry Lewis. Donc, voilà. Et je pense que c'est une passion qui ne lui était pas du tout propre, et que c'était à la fois un phénomène d'époque et puis aussi un vrai marqueur générationnel. Et est-ce qu'il a écrit, vous disiez qu'il avait un petit carnet, mais est-ce qu'il a été beaucoup plus loin dans l'idée de rédiger des critiques? Et quel était le style qu'il utilisait pour écrire, pour questionner le cinéma? Oui, donc il a écrit. Bon, il y a des choses intimes qui n'ont pas été, enfin privées, qui n'ont pas été publiées. Puis il a publié en effet des critiques assez détaillées, qui sont assez en phase avec le type d'écriture, disons, cinéphilique, d'écriture critique de l'époque. Alors, comme il le dit lui-même, partiale, subjective, un peu méchante, pourquoi pas. Voilà, il a, par exemple, écrit avec des amis, des camarades, lorsqu'il était étudiant, vous voyez un article très très long, très très développé sur Hiroshima, mon amour. Alors Pérec, à ce moment-là, donc vraiment jeune homme étudiant, avait le projet avec un groupe d'amis de fonder une revue qui aurait été une revue culturelle, qui se serait intéressée aux arts de façon générale, à la littérature, au cinéma, à la musique aussi, dans une perspective, disons, marxiste, dans la lignée de Lukács. Ce serait appelé La Ligne Générale, donc en reprenant le titre du film de Eisenstein. Alors, le projet de revue n'a pas abouti, mais les textes qu'ils ont écrits ont été publiés ailleurs, et notamment dans la revue Partisan de François Maspero. Donc, on voit qu'il y avait aussi une atmosphère politique hein, dans ce rapport au cinéma, à l'écriture sur le cinéma. Et Hiroshima, mon amour, c'était vraiment, on pourrait dire, un de leurs films cultes. L'expression est anachronique, on ne disait pas ça à l'époque, mais c'est vraiment un film dans lequel ils se reconnaissaient. Bon, Eisenstein aussi, puisque c'est à l'un de ces films qu'ils avaient emprunté leur titre. Et puis en revanche, il y avait vraiment une espèce de détestation, de mépris presque pour un film comme l'année dernière à Marienbad. Enfin voilà, donc une grande polarisation des avis, mais je pense que ça reste vrai des cinéphiles d'aujourd'hui, hein, qui en général.
ne cultive pas la tiédeur et la demi-mesure. Mais sinon, sa grande affaire, c'était vraiment le cinéma américain. Et d'ailleurs, une question, est-ce que la nouvelle vague, le cinéma de la nouvelle vague l'a sensibilisé? Alors, en fait, Perec lui-même a dit, et c'est assez vrai, qu'après cette grande passion donc cinéphile, il y avait eu quand même une sorte de méprise, de déprise, pardon, et presque de désamour dans les années 70. Voilà, donc il y a pas grand-chose sur la nouvelle vague. Enfin, bon, pour lui, ces grands auteurs sont vraiment ceux de l'âge d'or de Hollywood, en fait. Et est-ce que cette cinéphilie particulière et sur une certaine période, est-ce qu'elle a eu des répercussions importantes sur son œuvre littéraire, pardon? Oui, oui, on peut dire ça, en particulier dans le premier roman, Les choses, qui date de la même période, qui paraît en 1965. Les personnages sont cinéphiles aussi, et vraiment à la manière de Perec et de ses amis. Et à ce moment-là, donc on voit dans ses carnets qui ont été édités par Paulette Perec, qui était son épouse à ce moment-là, que pendant qu'il écrivait Les choses, donc il voyait généralement 2 films par jour. Voilà. D'accord. Et sur le style, je veux dire, on a tendance à dire depuis 20, 30 ans, j'entends parfois des critiques littéraires écrire le cinéma ou la série ont des répercussions sur le style de tel écrivain, et il écrit comme si c'était, comment dire, comme si c'était pas comme si c'était un scénario, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça c'est quelque chose qui a eu comme répercussion dans l'œuvre de Perec? Alors lui, il dit que oui. Et par exemple, donc on peut dire son grand chef-d'œuvre romanesque aussi par le volume du livre, c'est La vie mode d'emploi qui paraît en 1978, qui avait eu le prix Médicis cette année-là, qui est un roman immeuble. Donc en fait, il imagine une rue de Paris qui n'existe pas sur les plans, qui s'appelle la rue Simon Crubelier. Enfin, le nom est construit à partir des noms de famille de 2 de ses amis. Et puis, il imagine un immeuble dont on enlèverait la façade, en fait. Et puis, chaque chapitre du livre décrit ce qui se passe dans une des pièces de la façade de cet immeuble, donc imaginaire, d'une rue imaginaire. Et comme le roman a eu un prix, Perec avait donné beaucoup d'entretiens à sa sortie, enfin en 78 et 79, et souvent, oui, il compare ses techniques d'écriture à des techniques de cinéma. Il parle de travelling, de panoramique, pour la manière dont l'écriture, disons, se saisit des décors, décrit les pièces de l'immeuble. Et puis, rétrospectivement, il dit aussi que dans Les choses, ça commence par la description d'un appartement imaginaire et que c'est comme une sorte de panoramique aussi. Alors, à mon avis, donc, lui le dit, il le voit comme ça. Enfin, en tout cas, il l'exprime comme ça aux journalistes qui l'interrogent. Quand on lit les textes, moi je pense qu'on peut discuter ça, parce que finalement, est-ce que dans les descriptions qui existent depuis l'Antiquité, on n'aurait pas ce genre d'effet? Si on pense à une des plus vieilles descriptions dans la tradition européenne, le bouclier d'Achille dans l'Iliade d'Homère, donc bien avant le cinéma, il y a aussi une espèce, un effet de zoom comme ça, comme un travelling. Alors, évidemment, c'est tout à fait étranger au cinéma. Alors, Perec le présentait avec des termes vraiment de cinéma. Après, je ne sais pas si ce type de description comme ça, effectivement, avec un effet de gros plan sur un objet ou un déplacement du regard descripteur, est-ce que c'était pas écrit quand même plus ou moins de la même façon avant le cinéma? Bon, c'est une question que je pose. Mais c'est vrai que pour lui le voyait en termes de cinéma, ouais. Et qu'est-ce qui l'a poussé? Quel a été le déclencheur pour qu'il ne devienne plus qu'un simple spectateur, pour qu'il devienne quelqu'un qui va participer soit au scénario ou alors à la co-réalisation? Et encore, la co-réalisation, c'est ce que vous écrivez dans le livre, c'est un grand mot concernant Perec. Donc, oui, je pense qu'il faut le dire, enfin, sans du tout le faire de façon péjorative, mais bon, il l'a dit lui-même assez franchement. Il y a un élément qui arrive au premier plan, qui n'est pas évidemment d'une grande élévation artistique, mais qu'il a exprimé franchement dans un certain nombre d'entretiens. C'est un besoin d'argent, hein. C'est quelqu'un qui a
souvent c'est difficile de vivre de sa plume. Voilà, il a souvent un petit peu tiré le diable par la queue, comme on dit. Et puis pour un écrivain au XXe siècle, c'est sûr que le cinéma, je pense, un petit peu la place qu'avait le théâtre au XIXe siècle. C'est vraiment un moyen de, voilà, de se mettre à l'abri du besoin, de réussir financièrement. Si la pièce au XIXe siècle ou le film au XXe siècle marche bien. Donc il y avait cette motivation matérielle hein, qu'il ne faut pas passer sous silence, hein, on la comprend bien. Et puis, il y a quand même cette articulation à une vraie passion pour le cinéma. En même temps, Pérec a dit que les films auxquels il avait participé, c'était pas forcément les films, le genre de film, disons, que lui préférait en tant que spectateur. Parce que les films auxquels il a participé, comme Série noire d'Alain Corneau, dont il a écrit les dialogues hein, entièrement, ou Un homme qui dort, donc il a en effet co-réalisé avec Bernard Quezanne, c'est des films qui ont un côté expérimental. Et c'était pas forcément ce genre de film que lui préférait comme spectateur. Effectivement, comme vous le disiez, bon, co-réalisateur, il est au générique avec Bernard Quezanne, mais Bernard Quezanne, dans des entretiens, a bien expliqué qu'en fait, Pérec, disons que le côté vraiment technique de la fabrique du film lui était très, très étranger. Et qu'il donnait des idées, mais qu'il n'avait pas du tout les connaissances nécessaires pour voir comment elles pouvaient être mises en œuvre de manière concrète, pratique. Et comme le dit Quezanne, c'est ça, le cinéma, quand on tourne, voilà, c'est des affaires très, très matérielles, très concrètes. Et Pérec n'était pas là-dedans, mais bon. La technique, pour lui, c'était quelque chose de très frustrant, j'imagine. C'est comme si c'était une espèce de frein à la création, à la liberté créatrice, à l'inspiration. Je pense que surtout, c'est un monde très, très particulier. Voilà, c'est un métier qui n'était pas le sien, qui lui était étranger. Et puis, il a aussi des notations, enfin, dans des écrits intimes ou dans des lettres, voilà, ce temps qui passe sur le tournage. Puis, sur le moment, on a l'impression que rien ne se construit, rien n'apparaît. Il y a aussi ce rapport-là au temps qui, pour lui, a été vécu comme un peu de l'ennui. Hein. Oui, sur lequel il s'est exprimé. Alors après, il n'en reste pas moins que le film Un homme qui dort lui doit beaucoup hein, aussi. Et... on est toujours surpris, pour revenir sur ces deux films, Un homme qui dort, mais surtout Série noire. On est toujours surpris de voir au générique Pérec dans ce film. Pourquoi? Peut-être parce que, comme vous l'avez évoqué, il y a quelque chose peut-être d'antinomique avec l'œuvre de Corneau. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est que, selon vous, qui connaissez très bien l'œuvre littéraire de Pérec, est-ce que vraiment on trouve quelque chose de l'ordre du style de Pérec dans les dialogues de ce film? Oui, il me semble. Alors, en même temps, votre question est vraiment très intéressante parce qu'il y a quelque chose de très frappant que Pérec a explicité hein, lui-même, sur lequel qu'il a signalé au moins à plusieurs reprises, c'est que dans ses romans, il y a très peu de dialogue. Vraiment, c'est pas du tout un romancier du dialogue. Enfin, ça arrive. Hein, c'est pas. Il y a quelques exemples, mais enfin très peu. C'est vraiment pas quelqu'un qui écrit des dialogues volontiers dans ses romans. Et par définition, bien sûr, les dialogues de films, voilà, appartiennent à ce genre-là. Donc, on pourrait être tenté de répondre, non, pas du tout. Ça lui a permis d'explorer une autre voie, justement, différente de l'écriture romanesque, qui, enfin, en ce qui le concerne, est très pauvre en dialogue. Et puis, en même temps, il y a quand même des parentés qui sont sensibles. En particulier, si on a le film un petit peu en mémoire, le personnage de Patrick Devers s'exprime, donc Franck, s'exprime en utilisant beaucoup de ce que les Oulipiens, après le poète d'Estos, l'appelaient le langage cuit, c'est-à-dire les proverbes, les expressions toutes faites. Mmh. Et donc ça, c'est quelque chose que Pérec introduit vraiment dans le film. Et ça, oui, ça se relie à des expériences qui ont été faites à l'Oulipo. Là, il y a vraiment une connexion directe avec sa manière d'écrire. Donc, il fait vraiment parler ce personnage, voilà, d'une manière, oui, figée, proverbiale. Et évidemment, ça dit beaucoup de choses sur l'espèce de sujet absent hein, qu'est le personnage de Franck dans le film de Corneau et auquel, enfin,
Patrick Devers donne justement une incarnation qui va exactement dans le même sens, il est là et pas là, enfin voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en pensait, Pérec, et du film en lui-même, et peut-être aussi de l'interprétation de Patrick Devers? Oh ben, il sait pas, enfin, il a plutôt parlé de son travail et c'est plutôt parce que tout simplement c'est plutôt là-dessus qu'on l'a interrogé, mais apparemment il avait beaucoup apprécié le film et le jeu d'acteur de Devers. C'est vrai que voilà, bon, évidemment c'est une banalité de le dire, mais c'est un acteur dont la fragilité naturelle sans doute passait de manière très, très forte à l'écran. Et pour ce rôle-là, pour ce personnage-là, c'était bon, absolument, absolument ce qu'il fallait. Puis cette manière de parler comme, disons, de manière blanche, comme on parle d'une voix blanche, enfin, comme si le sujet s'en était retiré, puisque en fait, ce sont des expressions toutes faites hein, qui viennent à la place de ce qui pourrait être une expression personnelle. C'est complètement en phase avec ce qu'est le personnage, ouais. Mais ce qui est assez incroyable, c'est autant dans le livre, lorsque vous évoquez un commentaire de Kessan sur la participation. Alors c'est très beau parce qu'il dit, moi je suis plutôt un cinéaste de la pratique et Pérec c'est un cinéaste de la pensée. Bref, là où je veux en venir, c'est que imaginez Pérec être dialoguiste pour un film, celui de Corneau, ça doit être aussi très frustrant dans le sens où, enfin, il y a quand même un rythme de travail, il y a des limites, et ça va pas être évident, j'imagine. Bah, oui, j'imagine aussi parce que c'est deux mondes assez différents, mais en même temps, Pérec avait un vrai goût pour ça, pour le cinéma en général, pour les cinéastes aussi. Il a eu des projets également qui n'ont pas abouti avec Jean-Paul Rapneau. C'est pareil, on peut se dire, voilà, c'est des univers qui sont aux antipodes l'un de l'autre, mais voilà, il a eu une collaboration, enfin, autour d'un projet de scénario qui s'est fait aussi avec Rapneau. Alors, il faut dire que Pérec, à cette époque-là, allait assez souvent dans un lieu qui s'appelle le Moulin d'Andé, donc qui se trouve en Normandie, et qui, disons, servait à l'époque de résidence pour artistes, créateurs, et il y a un certain nombre de cinéastes qui l'ont fréquenté. Et d'ailleurs, dans Jules et Jim, il y a une scène qui est tournée au Moulin d'Andé. Et donc, c'est par ce lieu aussi que Pérec a fait la connaissance d'un certain nombre de cinéastes avec lesquels il a eu donc des relations de collaboration, mais qui étaient aussi des relations amicales. Il faut dire ça aussi, c'est que dans sa vie de créateur, comme écrivain, et puis donc comme écrivain de cinéma, un des moteurs de Pérec, ça a été l'amitié. Mais c'est très frustrant quand même, parce que lorsqu'on termine le livre, on s'aperçoit que dans sa majorité, il y a comme un rendez-vous manqué avec le cinéma tout de même. Oui, c'est vrai. Puis on parlait tout à l'heure de son premier roman, Les Choses, avec des personnages très forts de cinéphilie. Il y a vraiment de très belles pages dans le roman sur la cinéphilie. Donc Pérec a eu un projet d'adaptation au cinéma. Et voilà, là aussi, il y a des textes hein, qui ont été écrits, scénarios, dialogues, et puis ça n'a jamais abouti non plus. Et c'était un projet aussi qu'il avait avec l'un de ses amis, les plus proches, qui était un cinéaste tunisien, Nourdine Mechri. Et puis voilà, là aussi, ça n'a pas été beau. Ouais. Il y a un moment dans le livre, un chapitre qui s'intitule « Le cinéma invisible ». Et vous écrivez donc sur la poétique photographique et l'écriture cinéma. Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage sur ça, sur cette histoire, sur ce concept de cinéma invisible chez Pérec? Alors, l'expression, elle est pas de moi, puisque justement, ce sont les éditions Place qui publient cette collection, le cinéma des poètes, qui ont publié, il y a un certain temps maintenant, une anthologie du cinéma invisible, et donc qui va être relayée d'ailleurs par une nouvelle version sous la direction de Carole Aurouet. Et alors, cette idée de cinéma invisible, au départ, c'est vraiment factuel, c'est-à-dire il y a des projets de cinéma qui n'ont pas abouti. Et Pérec est une mine si on s'intéresse au cinéma invisible, mais il y a évidemment c'est tout un continent. Hein. Je pense que pour la plupart des cinéastes, il y a une partie de leurs projets qui n'ont pas abouti aussi pour des raisons financières, matérielles, hein, puisque c'est pas évident de monter un projet de film. Donc le cinéma invisible, c'est d'abord ça, c'est souligner le fait que
si on s'intéresse au cinéma pour Pérec, on se rend compte qu'il y a plus de projets non aboutis que de projets aboutis. Donc, c'est invisible pour cette raison. Et puis, à mon avis, ce qui explique au fond cette structure d'iceberg, disons, c'est que l'image qui convient sans doute le mieux à son écriture, c'est l'image fixe de la photo, parce que dans une photo, il manque toujours quelque chose. Hein. C'est cadré, c'est découpé, ça bouge pas aussi. Et c'est une écriture qui est vraiment travaillée par ces éléments-là, la découpe, le manque. Et voilà, du moins, c'est une hypothèse hein, que je formule, mais je pense qu'il y a une vraie raison esthétique là-dessous. S'il y avait un film dans le cinéma français, peut-être, de ces... Alors, je vous pose la question parce que j'ai une idée, hein, mais je vous dirai ça après. S'il y avait un film dans le cinéma français de ces les 40 dernières années, on va dire, est-ce qu'il y aurait comme ça, peut-être quelque chose, un film, un exemple, qui aurait un lien avec le style de Pérec, avec sa manière de déconstruire la langue, avec peut-être aussi, enfin, comment dire... une espèce oui, quelque chose de très ludique aussi. Enfin, est-ce que vous voyez ça un peu? Je sais pas, j'attends avec curiosité et impatience votre réponse, parce que j'ai jamais été jusqu'ici très convaincue par les rapprochements qui sont faits entre l'œuvre de Pérec et le cinéma, disons, contemporain. Je sais que plusieurs personnes avaient pointé une espèce de rapprochement avec Jeunet, mais je suis pas très... Eh ben voilà, c'est génial ça, c'est génial. Oui, c'est ça. Alors, pas totalement. Oui, voilà, pas totalement. Alors, je sais que quelqu'un comme Jean-Pierre Salgas, qui est un critique d'art, lui verrait un lien très fort avec l'œuvre de Chantal Akerman, donc qui n'est pas ludique oui. du tout. Et je me suis demandé, ça ne répond pas à votre question, parce que ce n'est pas un cinéaste français, mais chez Wes Anderson. Et par exemple, dans son dernier film, The French Dispatch, il y a quelque chose dans donc lui aussi, c'est une sorte de film immeuble, puisque tout est centré sur le siège, en fait, d'une rédaction de journal. Il y a quelque chose de très... Enfin, il y a une affinité, je dirais, avec le Pérec, plutôt de la vie mode d'emploi. Mais vous trouvez qu'avec Jeunet aussi, il y a des... Alors, tout Jeunet, non, pas du tout. Hein. C'est plutôt quelques fulgurants de connexion avec Amélie Poulain. Et encore que j'ai envie de vous dire, c'est plutôt Queneau. Alors à ce moment-là, qu'il faudra aller chercher plutôt du côté de Queneau, peut-être. Peut-être. Mais c'est vraiment pas quelque chose. Enfin, pour moi, c'est pas pleinement connecté avec Jeunet hein, du tout. Je ne sais même pas si Pérec lui-même aurait apprécié la mise en scène de Jeunet. Je ne pense pas par rapport au dur des films qu'il aimait. Je pense pas que... Mais bon, en tout cas, c'était intéressant le rapport à Wes Anderson, parce que je n'y avais pas pensé, et c'est vrai qu'il se pourrait qu'il y ait quelque chose à travailler là-dessus. Ouais. Il y a aussi un film, alors malheureusement, c'est Oslo 31 août, qui s'appelle Joachim Trier, et alors qui est adapté d'une nouvelle française, mais qui n'est pas du tout de Pérec, qui n'est pas du tout de cette époque-là, le Feu follet de Drieux La Rochelle. Et c'est un jeune homme qui erre comme ça dans Oslo pendant une journée. Et là, il y a de vraies résonances avec Un homme qui dort. Alors, je ne sais pas si ce cinéaste a pu lire Pérec en français ou en traduction, mais... il y a un écho, mais c'est pas du tout du côté du ludique, alors que chez Wes Anderson, oui, c'est vraiment ça. Alors, je sais pas s'il connaît Pérec, s'il connaît la vie mode d'emploi, mais bon, c'est assez troublant. À guetter, à surveiller, on verra. Si un jour on a l'occasion de le rencontrer, on lui posera la question. Merci beaucoup, Christelle Reggiani. Je rappelle, Pérec et le cinéma, c'est édité chez Nouvelles Éditions Place dans la collection Le Cinéma des Poètes. Dans le descriptif, vous trouverez bien évidemment, et comme d'habitude, le lien pour pouvoir vous procurer le livre. Et Christelle Reggiani, merci beaucoup en tout cas d'être venue pour parler de ce livre. C'était en tout cas fort passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation. Générique. In the canyon,
That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.